Bonjour à tous, je m'appelle Julien Pellabert, je suis négociateur professionnel. Mon métier, c'est de former, accompagner, assister des entreprises, organisations à la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Bienvenue dans Pour Parler, le podcast de la négociation. Notre ambition est simple, vous donner des clés pour mieux négocier. Négocier pour un meilleur futur professionnel et personnel. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir de San Francisco Patrick Renvoisé. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Julien. Comment est-ce que ça va? Écoutez, à part le décalage horaire que l'on a, tout va très bien. Et oui, alors pour les gens, il est 18h chez nous et 9h du matin à SF. Je suis ravi vraiment de vous accueillir parce que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt vos livres avant même que le podcast soit lancé. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, Patrick, s'il vous plaît? Oui, écoutez, je suis un ingénieur français qui a déménagé aux États-Unis il y a une trentaine d'années. J'ai passé ma vie dans la Silicon Valley. Au départ, je travaillais pour une boîte de computer qui était basée à Toulouse et ils m'ont donné un job dans la Silicon Valley. Donc, j'ai habité dans la Silicon Valley pendant 28 ans et je suis ce qu'on appelle un spécialiste dans la négociation complexe, la vente complexe, parce que mon expertise consistait à vendre des choses chères et compliquées. Donc, j'ai fait ça pendant des années. Après ça, j'ai fait plusieurs startups comme tout le monde dans la Silicon Valley. Et comme jamais j'ai réussi à vendre mon stock au bon moment, il y a à peu près une vingtaine d'années, j'ai décidé d'écrire un livre. Et comme il y a à peu près 20 000 livres sur la vente et le marketing, je voulais pas juste écrire un livre pour le plaisir d'écrire un livre. Je voulais écrire un livre qui soit un petit peu unique. Et donc, j'ai trouvé un angle qui arrivait à marier mes deux centres d'intérêt, parce que j'ai un intérêt pour la vente et le marketing, mais j'ai aussi un intérêt pour le cerveau humain. Et donc, comme tout bon ingénieur français, je lis beaucoup. Et je lis beaucoup de livres sur le cerveau, la psychologie, etc. Et donc, j'ai réussi il y a à peu près 20 ans de ça déjà. J'ai réussi à écrire un livre qui est un peu unique et qui a lancé une nouvelle branche du marketing qui s'appelle le neuromarketing. Parce que dans neuromarketing, on a neuro qui veut dire le cerveau, donc la science du cerveau humain, et marketing qui veut dire, je vais essayer de vous vendre quelque chose. Et donc, il y a 20 ans, on a écrit ce premier livre. Je me suis associé avec un autre Français de la Silicon Valley qui s'appelle Christophe Morin. Tout à fait. Qui était CEO d'une boîte à San Francisco à l'époque. Et voilà, donc 20 ans plus tard, on est toujours ensemble. On a à peu près chacun 3 millions de miles sur des différentes airlines. On a fait le tour de la planète à peu près 20 fois. On a travaillé avec quelque chose comme 600 entreprises différentes et on a fait le training d'environ 200 000 personnes, inclus à peu près 20 000 chefs d'entreprise. Ah, c'est génial. Et c'est vrai, c'est intéressant de souligner, Patrick, c'est qu'aujourd'hui, je pense que c'est la même chose aux États-Unis qu'en France, mais il y a une sorte de mode à tout ce qui est neurosciences. Il y a 20 ans, le premier ouvrage que vous avez sorti, que j'ai lu, c'était Neuromarketing. En tout cas, c'était comme ça qui a été traduit en France. Je crois que c'est la première fois que je lisais un ouvrage aussi précis sur le mode de fonctionnement du cerveau appliqué au marketing et à la vente, parce que la spécificité de votre travail, c'est que quasiment tout repose sur des concepts scientifiques, c'est ça? C'est la promesse qu'on s'est donnée. C'est-à-dire que, si vous voulez, le marketing, les gens vous disent que c'est autant une science qu'un art. Et comme nous, on est plutôt scientifique, comme vous le savez, la partie artistique, c'est non reproduisible. Donc, on essaye toujours d'enlever le plus possible de la partie artistique du marketing. Et donc là, aujourd'hui, je pense qu'on en est à 99%. Il reste encore quelques zones où l'aspect humain, émotionnel est difficile à modéliser, mais en fait, même les émotions sont modélisables, parce que aujourd'hui, il y a 22 modèles scientifiques des émotions. Génial. Et donc, même une grosse partie, toute la partie émotionnelle est modélisable. Ah, c'est top. Alors, ce qui est intéressant, ça me fait le parallèle, parce qu'en négociation, on dit que la négociation elle est complexe, et la notion de complexité, c'est que il y a une asymétrie d'information, c'est que l'information est imparfaite, et je suis dans un système avec du risque et de l'incertitude qui impacte mon modèle. D'une certaine manière, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et ça veut dire que c'est peut-être le pourcent qui reste sur cette partie de votre travail, c'est que on n'a pas tous les éléments, et puis il y a des facteurs exogènes qui vont impacter la prise aussi de décision. On peut pas. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on peut pas le résumer à une équation mathématique encore. On n'en est pas loin, l'équation elle est presque formée. Là, encore une fois, la seule partie un peu floue, un peu non scientifique, c'est tout l'aspect contact humain.
c'est ce qu'on appelle le relationnel. En anglais, on appelle ça the rapport. Parce qu'en fait, Homo sapiens est un animal social et Homo sapiens aime bien acheter de gens qu'il aime bien. C'est-à-dire que, fondamentalement, si vous et moi, on va rentrer dans une transaction commerciale, si je vous aime pas, on va peut-être closer le deal, mais c'est quand même beaucoup plus difficile. Et je risque d'avoir des exigences supérieures si je ne vous aime pas. Et donc, pour définir ce qui fait qu'un Homo sapiens aime bien un Homo sapiens, donc il y a toute une partie rationnelle, et il reste encore une petite partie non rationnelle. Je vous donne un exemple, par exemple. Il y a un scientifique anglais qui a étudié le serrage de main. Parce qu'en fait, quand on rencontre quelqu'un, typiquement, la première chose qu'on fait, c'est on se serre la main. Eh bien, la plupart des gens ne le savent pas, mais il existe une équation scientifique qui maximise votre probabilité de construire un rapport positif avec votre interlocuteur. Et cette équation, elle est compliquée, elle est longue, mais elle est scientifique. Et c'est un psychologue anglais qui a fait ça pour une grande marque de voitures américaine. Et donc, même le serrage de main, la poignée de main, a été modélisé. Alors, encore une fois, même dans la poignée de main, il va rester un petit aspect qui, des fois, je sais pas, par exemple, vous avez les ongles un petit peu sales, il n'a pas tenu ça en compte dans sa formule. Je connais la formule, mais il n'a pas tenu compte de la propreté des ongles, si vous voulez. Et si ça se trouve, la propreté des ongles a un aspect sur la relation que je vais construire avec vous au moment où on se serre la main. C'est génial. C'est incroyable. Bon, alors maintenant, c'est un peu plus compliqué parce qu'avec le confinement, on se fist bump en France et puis non, mais alors, c'est vraiment génial. Je savais pas ça. Passionnant. Alors vous avez modélisé, alors il y a pas mal de choses sur votre travail, mais vous avez modélisé une grosse partie du travail sur une infographie qu'on peut retrouver sur votre site internet. Je mettrai le lien juste en dessous qui s'appelle Neuromap. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on rentre en détail un peu plus sur le processus de persuasion parce qu'il est vraiment intéressant. Il est en 4 étapes et je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut aller venir chercher dans la vente. Alors, vous parliez de vente complexe, qui était votre cœur de métier, qui sont des cycles de vente assez longs, multi-interlocuteurs et puis avec des montants assez importants. Mais il y a énormément de choses qu'on peut récupérer et utiliser sur de la vente one-shot ou sur des cycles de vente beaucoup plus courts. C'est quoi ces 4 étapes de ce processus de persuasion sur lequel vous avez travaillé? Et peut-être aussi quelques mots sur la façon dont le cerveau prend des décisions, parce que je vois le cerveau qui est derrière vous, je vois le livre Persuasion Code qui est aussi derrière. Voilà, comment fonctionne le cerveau et après peut-être le processus de Envie d'apprendre à mieux négocier pour améliorer votre futur professionnel et personnel? Rejoignez le premier et unique programme de formation à la négociation globale en France. Ce parcours réunit 12 des plus grands experts français de la négociation, anciens chefs de la cellule de négociation du RAID, du GIGN, enseignants à Harvard, experts en psychologie et détection du mensonge, criminologues, préparateurs mental. Le parcours est certifiant, avec une certification reconnue par l'État et 100% éligible au compte personnel de formation. C'est-à-dire que c'est 0 € de reste à charge pour 99% de nos apprenants. Alors à tout de suite sur négociation-global.com. Je vais essayer d'utiliser un argument rationnel. Et si j'arrive à utiliser un élément linéaire, c'est-à-dire de vous dire, il faut que vous achetiez mon produit parce que 1, 2 et 3, dans cet ordre-là, et cet enchaînement logique de concepts intellectuels, si j'étais une machine rationnelle à décider, eh bien, je vais arriver à la conclusion que oui, il faut que j'achète votre produit. Okay. Mais en fait, depuis à peu près 20 ans, puisque c'est les travaux d'un chercheur qui s'appelle Daniel Kahneman, qui était un professeur de psychologie à Princeton et qui a gagné le prix Nobel d'économie en 2002. Tout à fait. Kahneman a démontré de manière irréprochable, irrévocable, il a démontré que quand on décide, quelle que soit la décision, on n'a pas un cerveau, on a 2 cerveaux. Donc si on prend un modèle du cerveau comme ici, si vous voulez, dans la prise de décision, il y a 2 étapes. La première étape, elle est effectivement rationnelle, et pour ça, on utilise ce qu'on appelle le cerveau rationnel. C'est la partie externe du cerveau qu'on appelle aussi de temps en temps le néocortex, le nouveau cortex. Mais en fait, Kahneman a démontré que ce cerveau est simplement un influenceur de la décision et c'est pas le décisionnaire. D'accord. En fait, plus vers l'intérieur du cerveau. Oui, Julien, vous avez une question? Non, d'accord. Non, je complètement d'accord. D'accord. Donc, plus à l'intérieur du cerveau, on a une partie du cerveau qui s'appelle le cerveau primaire qui est formé de 3 sections différentes. D'une part, ici, le cérébellum,
la fin de la colonne vertébrale est la partie qui unit les deux hémisphères, qui s'appelle le cerveau reptilien, et ce cerveau ici qu'on appelle le midbrain, le cerveau moyen. Tout ça ensemble, ces trois cerveaux s'appellent le cerveau primaire. Et Kahneman a démontré, et il a reçu le prix Nobel pour ses travaux, il a démontré que, en fait, c'est ça le centre de la décision. C'est-à-dire que le process de l'influence de la décision, il démarre dans le cerveau primaire et il radiate vers le néocortex. Donc c'est un petit peu paradoxal, parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est que bien que l'on pense que Homo sapiens soit un être très intelligent, en fait, la partie vraiment intelligente de notre cerveau, c'est pas celle qui décide. Elle a un vote, mais le boss, c'est vraiment ce cerveau primaire. C'est un cerveau qu'on partage avec tous les vertébrés, parce qu'en fait, tous les animaux vertébrés doivent prendre des décisions. Si vous prenez, par exemple, un serpent, la décision qu'il doit prendre, c'est est-ce que je vais aller à gauche ou est-ce que je vais aller à droite? Est-ce que je vais manger ci ou est-ce que je vais manger ça? Eh bien, tous les vertébrés prennent des décisions et la plupart des vertébrés ont pratiquement pas de néocortex, c'est-à-dire leur néocortex est quasi inexistant et pourtant ils prennent plein de décisions. Ah, c'est génial. Et en plus, ces deux cerveaux ont des objectifs légèrement différents, si je me souviens bien. Autant Ah oui, complètement. Ce système qui est plutôt rationnel a une volonté d'exactitude, et puis ça prend du temps, de l'énergie et de la motivation pour pas se tromper. Autant l'autre partie du cerveau qui est plutôt intuitive a une volonté de bien-être, d'être heureux, un avare cognitif, comme nous dit Kahneman et Tversky. C'est-à-dire moins il en fait, mieux il se fait. Voilà, exactement. Alors, le cerveau primaire, son objectif principal, c'est de vous maintenir en vie. Génial. C'est-à-dire qu'il essaye de maintenir votre corps dans un état qui s'appelle homéostasis. Je ne sais pas comment on dit en français. Homéo, ça veut dire le même, stasis, c'est l'état. Le but de votre cerveau primaire, c'est de maintenir votre corps à une certaine température, à une certaine humidité, à un certain pH, etc. C'est un cerveau qui est rapide. D'ailleurs, Kahneman, dans son livre, le livre de Kahneman s'appelle Thinking Fast and Slow. Oui, en français, ça a été traduit par... Système 1. Ouais, système 1, système 2 en français, ça a été traduit pour les gens qui veulent le regarder. Système 1, système 2. Système 1, c'est le cerveau primaire, c'est le cerveau rapide. C'est un cerveau réflexe. Tous les réflexes qu'il prend en permanence, c'est pour essayer de vous maintenir en vie. Système 2, c'est le néocortex, donc c'est ce qui nous rend uniquement humains. C'est un cerveau qui est beaucoup plus sophistiqué, mais qui est lent. C'est le cerveau qu'on utilise, par exemple, quand on parle. Le langage, ça vient vraiment du néocortex. D'ailleurs, comme vous le savez, on est le seul animal aujourd'hui qui ait vraiment un langage très développé. Tout à fait. Et donc, on a cette dualité entre le cerveau rapide, dont l'objectif c'est de vous maintenir en vie, le cerveau lent, qui est d'avoir un certain confort, qui est de maximiser les probabilités, etc. Et Kahneman a démontré que c'est le cerveau rapide qui décide. Et en fait, c'est logique, parce que la rapidité est plus importante pour la survie que l'intelligence. Bien sûr. Si vous prenez une mouche, par exemple, une mouche a uniquement à peu près 20 000 neurones dans son système nerveux. Alors 20 000 neurones, ça peut paraître comme un chiffre important, mais avec 20 000 neurones, on ne peut pas faire grand-chose à part être une mouche. Par contraste, notre cerveau a 80 milliards de neurones, donc notre cerveau est énormément plus intelligent que le cerveau d'une mouche. Par contre, les mouches survivent. Et pourquoi les mouches survivent-elles? Elles survivent uniquement avec l'idée qu'elles arrivent à échapper votre main, et elles arrivent à faire ça de manière très très rapide. En fait, une mouche, ça vit dans un espace de temps d'à peu près une demi-seconde. Mais dans cette demi-seconde, la mouche est extrêmement efficace. Parce que le cerveau reptilien, même le nôtre, il vit dans un laps de temps très très court. Dans le cas de l'humain, c'est à peu près 7 secondes. Et c'est ce que les experts appellent l'expérience immédiate. D'accord. Okay. L'expérience immédiate, c'est une fenêtre de temps qui se déroule, mais de 7 secondes. Et donc ça explique, par exemple, pourquoi on a du mal d'économiser pour la retraite, parce que votre retraite n'est jamais dans cet intervalle de temps de 7 secondes. D'accord? Ouais, génial. Et donc, vous avez beau savoir, votre cerveau rationnel a beau savoir, ah, ça serait bien que je mette un peu d'argent de côté pour ma retraite parce que ça me permettra de voyager, etc. Et oui, mais c'est pas le decision maker, et donc à la fin de la journée, les gens n'arrivent pas à économiser. Donc, la découverte que Kahneman a faite il y a à peu près 20 ans, c'est la dominance du cerveau primaire, ou ce qu'il appelle système 1. Donc, il a publié un livre, il a reçu le prix Nobel, il a fait beaucoup de recherches. Et donc, nous, ce qu'on a fait depuis 20 ans, on a pris les recherches de Kahneman et on a appliqué ce qu'il a trouvé à la vente et au marketing moderne.
Génial. Alors, ce qui est intéressant quand je vous écoute, Patrick, c'est que d'une certaine manière, là, je suis en train de vous parler, c'est votre partie analytique qui m'écoute, qui est en train de transcoder le message pour votre cerveau, c'est le système 2. Or, ce que vous m'avez dit, c'est que c'est le système 1 qui va prendre la décision d'achat ou de pas d'achat ou de se mettre en action. Donc, comment est-ce que moi, en émettant quelque chose qui vient de mon système 2, je peux toucher votre système 1? Est-ce que c'est possible? Alors, oui, bien sûr, c'est possible, mais c'est compliqué. Et je ne sais pas comment répondre à votre question. En fait, ce qui se passe, c'est que quand les deux cerveaux sont d'accord, la prise de décision est instantanée et tout va très bien. Super. Là où ça va pas très bien, c'est quand les deux cerveaux sont pas d'accord. Okay. Alors, bien entendu, il y a plusieurs cas de figure quand il y a deux cerveaux qui sont pas d'accord. Si c'est le cerveau primaire qui veut faire quelque chose, et que alors, je vais faire je vais vous donner un autre morceau d'information, parce que ça va vous aider à comprendre. Avec plaisir. Le cerveau primaire, c'est aussi le cerveau de l'inconscient. Oui, tout à fait. Donc, votre cerveau primaire, par exemple, il contrôle votre respiration, il contrôle votre rythme cardiaque. Mais comme vous savez, vous ne pouvez pas contrôler votre rythme cardiaque. Si votre cœur se met à battre plus vite, il se met à battre plus vite. Complètement. Okay. Si je vous dis arrêtez de respirer, vous allez pouvoir arrêter de respirer pendant 30 secondes, parce que ça, c'est votre néocortex qui dit « Patrick m'a demandé d'arrêter de respirer, donc je vais arrêter de respirer pendant 30 secondes. » Puis au bout de 30 secondes, votre cerveau primaire va dire « Non, non, maintenant, il faut respirer, sinon je vais mourir. » Et donc là, encore une fois, le cerveau primaire gagne. Tout à fait. Mais donc, tout le but de la persuasion, c'est d'arriver à donner des éléments rationnels ou pseudo-rationnels au cerveau, au néocortex, pour que lui puisse communiquer avec le cerveau primaire en lui disant « Regarde, ça paraît logique de faire ça, je vais te donner toutes les informations qui ont des chances de te convaincre, et à la fin de la journée, si j'ai beaucoup de chance, eh bien, ça va marcher. » Mais toute l'idée, c'est que ce cerveau primaire, c'est un cerveau inconscient, c'est un cerveau qui marche beaucoup plus avec de l'émotion qu'avec du rationnel, mais il ne faut pas que l'émotion, elle paraisse trop manipulatrice, par exemple, parce que là, le cerveau, le néocortex va se rebeller. Il y a un concept de la persuasion qui a été dicté par un chercheur américain qui s'appelle Robert Cialdini, qui a dit la chose suivante. Il a dit, je vais essayer de traduire en français en temps réel, la persuasion marche mieux si la personne persuadée ne sait pas qu'elle est en train d'être persuadée. D'accord, ouais. En anglais, il a dit « Persuasion works better when the persuadee don't know they are being persuaded ». D'accord. C'est-à-dire que si on voit pas le... dire que, voilà, si j'essaye de vous persuader en utilisant des arguments qui sont vraiment ésotériques, etc., votre cerveau va se rebeller, ça va marcher. Donc toute l'idée de la persuasion, c'est ça, c'est d'arriver à communiquer directement avec ce cerveau inconscient, mais de le faire d'une manière intelligente pour que le cerveau se rebelle pas. Ah, c'est vraiment intéressant parce que ça fait écho à pas mal de choses. Nous, sur notre travail, on dit que dans les processus de vente ou de closing, il y a personne qui aime se faire closer. On a horreur d'être dans une démarche commerciale et de voir les ficelles Ça, c'est particulier à la France. Il faut bien dire qu'il y a une exception française de la vente, c'est-à-dire que dans la plupart des pays, surtout les pays anglo-saxons, vendre est une tâche relativement noble. C'est vrai. En France, vendre n'est pas une tâche noble. Ouais. Mais en fait, c'est parce que les Français comprennent pas très très bien la notion de win-win. En fait, vendre et acheter, les Américains, ils ont une expression aussi pour ça. Ils disent « People love to buy, but they hate to be sold ». Donc les gens, on adore acheter, mais on n'aime pas être vendu. Mais en fait, c'est parce que tout l'acte de vente, ça doit représenter un win-win. C'est très simple. Imaginez que je vous vende un stylo. Oui. Bon, le stylo, je vais vous le vendre à un certain prix. D'un côté, vous allez recevoir mon stylo, donc vous allez être content. D'un autre côté, ça va vous coûter $2. Moi, je vais être content parce que je vais recevoir les $2. Donc, normalement, dans une négociation, ça doit toujours être un win-win. Si c'est pas un win-win, il n'y a pas de deal à la fin. Sur le processus de persuasion sur lequel vous avez travaillé, il est en 4 étapes. C'est plutôt bien fait. La première étape, c'est diagnostiquer les frustrations. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Parce qu'il y a 5 niveaux de frustration dans votre travail. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments là-dessus, Patrick? Oui, peut-être je vais vous dire juste en quelques secondes quelques principes de fonctionnement de ce cerveau primaire. Donc aujourd'hui,
il y a tout un tas de chercheurs qui ont démontré que pour atteindre ce cerveau primaire, les stimulus doivent avoir une certaine composante. Il y en a 6 de ces composantes. Donc, on appelle ça the 6 stimuli to the primal brain. La première, c'est que le stimulus doit être personnel. Pourquoi? Parce que le cerveau primaire, c'est un cerveau qui est complètement égoïste. Il ne s'inquiète que de sa propre survie. Top. Le deuxième, c'est que le stimulus doit être contrastable. C'est-à-dire que le cerveau primaire, il ne peut réagir que quand il y a un certain changement d'état. Le troisième, c'est que ce stimulus doit être tangible, il doit être simple. Pourquoi? Parce que, encore une fois, le cerveau primaire, c'est aussi le cerveau qu'on appelle le pre-verbal brain. C'est le cerveau qui existait avant le langage. Okay. Donc, le stimulus, par définition, il doit être simple et tangible. Le troisième, c'est qu'il doit être mémorable. Pourquoi? Parce que, typiquement, la prise de décision n'a jamais lieu exactement au moment où l'interaction entre le vendeur et l'acheteur a lieu. Et donc, ce qui est important de se rappeler quand on est vendeur, c'est que c'est pas important ce qu'on dit à notre prospect juste maintenant. Ce qui est important, c'est que de quoi notre prospect va-t-il se rappeler dans 3 minutes, dans 3 jours ou dans 3 ans, au moment où il va prendre la décision. Top. Donc, le stimulus, il doit être mémorable. Il doit être principalement visuel, parce que de tous les sens, le sens visuel est le plus rapide. Le cerveau primaire, il est à 95% visuel. C'est pour ça que, si, par exemple, je voulais vous faire peur, je pourrais vous faire peur en vous montrant un serpent. Et si vous voyez un serpent, vous allez réagir instantanément. Plutôt que si je vous dis, Julien, vous devriez faire attention parce qu'il y a un ovoviviparien, un reptile poisonneux sous votre siège. Si je vous parle d'un serpent, il va vous falloir une demi-heure pour comprendre qu'il y a un serpent et pour réagir. Donc, c'est ça. Le stimulus visuel, il est beaucoup plus important. Il y a plein de raisons pour ça. D'abord, l'œil a existé avant le cerveau rationnel. Le cerveau rationnel, le néocortex, il a à peu près 5 millions d'années. Par contraste, le cerveau primaire, il a 500 millions d'années. Et l'œil existerait à peu près depuis 200 millions d'années. Ah, génial. D'autre part, le nerf optique, il arrive directement ici. Donc, le nerf optique, il se connecte directement au cerveau primaire. Et là encore, c'est un peu logique, si vous voulez, parce que si vous prenez la plupart des vertébrés, vous prenez une grenouille, elle a pratiquement pas de cerveau néocortex et pourtant, elle a des yeux. Encore une fois, ça veut dire que on avait des yeux avant d'avoir un cerveau néocortex. Top. Donc, le stimulus visuel, il est très important. Et le dernier stimulus au cerveau primaire, c'est l'émotion. Pourquoi? Parce que l'émotion, fondamentalement, elle est très importante pour la survie. L'émotion de base qui nous aide à survivre, c'est la peur. Donc, toutes nos prises de décision, en fait, sont basées dans notre inconscient sur la notion d'éliminer la peur et d'éliminer la douleur. Et bien sûr, c'est la peur de mourir. D'accord. Okay. Donc, il y a 6 stimuli qui sont personal, contrastable, tangible, memorable, visual and emotional. Donc, en fonction de ces 6 stimuli, nous, on en a déduit 4 étapes au process de la vente, qui sont diagnostiquer les frustrations, différencier les revendications, démontrer l'apport et déclencher la pulsion. Donc, la première étape à laquelle vous faites référence, là, c'est l'importance de diagnostiquer la peine. Pourquoi? C'est très simple, en fait. La plupart des vendeurs, ils pensent que l'acte de vente consiste à parler. D'accord? Donc, si j'essaie de vous convaincre que mon stylo, c'est le meilleur stylo, je vais commencer à parler. En fait, un des tout premiers trainings de vente, un des meilleurs trainings de vente d'ailleurs, c'était le training qui était fait par Xerox, donc les machines de copieuse. Oui. Et le training démarrait de la manière suivante en disant, Julien, voilà, votre job, ça va être de me vendre ce stylo. Allez-y, commencez. Et il n'y a qu'une seule bonne réponse, et c'est quoi la bonne réponse? La bonne réponse, c'est pas de commencer à parler du stylo, c'est de vous poser des questions pour savoir pourquoi vous avez besoin d'un stylo. Et donc, si je suis un vendeur expérimenté, au lieu de vous parler de moi et de mon stylo, je vais vous dire, Julien, parlez-moi un peu de vos problèmes d'écriture. Et là, je vais engager un dialogue avec vous. Ce dialogue, on va appeler ça un diagnostic. Qu'est-ce que c'est qu'un diagnostic? Et un diagnostic, c'est une partie de ping-pong entre un acheteur et un vendeur, ou entre un patient et un docteur. Le docteur, c'est le vendeur, c'est l'expert dans le stylo. Oui. L'acheteur, c'est le patient, c'est celui qui a... Alors, dans la vente traditionnelle, on appelle ça un besoin. Mais nous, on pense que le besoin, c'est moins important que ce qu'on appelle les frustrations, ou en anglais, on a utilisé le mot pain. Oui.
Et donc, tout l'acte de vente consiste à ce que le vendeur parle 20% du temps, mais qu'il fasse parler son prospect pendant 80% du temps, parce que là, le prospect, il va s'auto-vendre. Parce que le prospect, dans sa tête, il va y avoir alors à ce moment-là un dialogue entre le cerveau rationnel et le cerveau primaire, entre le conscient et l'inconscient. Et peut-être que je vais découvrir que inconsciemment, Julien, vous avez envie d'aller sur la Lune. Et si vous allez sur la Lune, vous avez besoin d'un stylo qui sache écrire en quasi zero gravity environment. OK? Oui. Donc, notre première étape, c'est diagnostiquer les pains. Alors, pour diagnostiquer les pains, de la part du vendeur, ça requiert 2 expertises bien particulières. Super. La première, c'est il faut poser les bonnes questions. Alors, bien sûr, si je suis cardiologue et que vous êtes un patient, vous avez un problème de cardiologie, il va me falloir 20 ans d'expérience en cardiologie pour arriver à vous poser les bonnes questions pour comprendre votre condition. Donc, poser les bonnes questions, ça paraît être évident, mais c'est pas si évident que ça. Et ça, en général, dès qu'on commence à parler de vente complexe, il faut des années et des années d'expérience pour avoir un dialogue constructif entre le prospect et le vendeur. Donc ça, c'est la première étape. Ask the right question. OK. La deuxième étape, eh bien, est-ce que Julien, vous pouvez deviner quelle est la deuxième expertise nécessaire pour faire un bon diagnostic de la pain? Sachant que la première étape, c'est de poser les bonnes questions. Peut-être de connaître son environnement, d'être un expert du sujet, de l'écosystème. Ouais, ça reste dans la partie poser les bonnes questions. Il faut être un expert dans son domaine. Moi, j'ai vendu des supercomputers. Oui. Donc, je peux faire un diagnostic à peu près correct dans le domaine des supercomputers, mais je connais pas grand-chose d'autre. Cette capacité. Donc, je pourrais pas faire un bon diagnostic de cardiologue. Une capacité d'empathie, de compréhension de. Oui, alors c'est plus généralisé que ça, mais on appelle ça l'écoute active. OK. C'est-à-dire qu'un diagnostic, ça implique l'écoute. Alors, les gens ne le savent pas, mais des chercheurs ont modélisé ce qui fait que quelqu'un sait écouter. OK. Donc, il y a cinq skills particulières à l'écoute. Génial. Et donc, il faut arriver à ce que les vendeurs écoutent. Mais en fait, le problème, il est le suivant, c'est qu'on recrute des vendeurs pour leur capacité de parler, non pas leur capacité d'écouter. Si vous réfléchissez bien, si on est d'accord qu'un diagnostic, c'est 2 étapes, poser les bonnes questions, ça requiert une certaine connaissance technique du domaine, mais il n'y a pas besoin de parler beaucoup. Et dans la deuxième étape du diagnostic, qui est l'écoute active, il n'y a pas besoin de parler, au contraire, il faut écouter. Mais encore une fois, c'est pas si facile que ça. Et mon expérience, après avoir fait le training de milliers de gens là-dedans, c'est qu'il y a certaines personnes qui pratiquement ne veulent pas changer dans la vie. Si vous voulez, leur cerveau primaire est très focalisé sur quelque chose. Et donc, il y a des gens qui n'arriveront jamais à être bons à écouter. Incroyable. Pourquoi? Parce que la science de l'écoute, c'est pas quelque chose de très, très facile. C'est pas quelque chose qui est évident. Et ce que vous dites, c'est top, parce que nous, dans notre système d'influence, les trois étapes, si on doit les réduire au minimum, c'est écouter, comprendre, influencer. On peut pas influencer si on n'a pas écouté et compris. Ça n'a pas de sens, parce que convaincre, c'est vouloir vaincre, et con, c'est un préfixe intensif qui veut dire de manière plus importante. C'est vous expliquer à quel point vous avez tort et à quel point j'ai raison. Et donc, c'est totalement ce que vous dites, c'est que vous pouvez pas avoir les bonnes réponses si vous posez pas les bonnes questions et si vous n'avez pas écouté, creusé. Et je pense que le fait d'écouter, ça va me permettre, dans le diagnostic, d'aller de façon plus précise sur la douleur, la frustration, et d'être de plus en plus pertinente pour, d'une certaine manière, rendre conscient peut-être ce qui est inconscient chez mon interlocuteur. Ah, exactement. Donc, c'est ça tout le but du diagnostic, c'est d'arriver à rendre conscient quelque chose qui est inconscient. Donc, encore une fois, si j'essaie de vous vendre votre stylo, il y a peut-être un truc auquel vous n'avez pas pensé sur votre stylo, mais c'est vraiment le stylo que vous voulez. Alors, je vais vous donner un exemple, parce que c'est l'exemple le plus commun qu'on explique. Mais imaginez que vous vendiez de la pizza livrée à la maison. OK. Et mettez-vous dans les chaussures de la personne qui achète cette pizza. Et la question que je vais vous poser, c'est, pouvez-vous me dire quelle est en moyenne la pain numéro 1 de l'acheteur moyen de pizza aux États-Unis? Alors, je ne sais pas ce que c'est en France, que l'étude a été faite aux États-Unis. Moi, je peux vous le dire, et surtout avec le confinement, c'est 1 heure. C'est l'attente. C'est l'attente. C'est qu'effectivement, il y a beaucoup. Alors, en fait, il y a
il y a à peu près 35 ans aux États-Unis, il y avait une petite boutique de pizza qui a fait cette étude et elle s'est rendue compte que le diagnostic de la pain, ils ont fait un diagnostic de la pain, ils se sont rendus compte que la pain numéro 1, c'est-à-dire cette émotion négative qui dicte le comportement du consommateur américain quand il s'agit d'acheter une pizza, eh bien, cette pain numéro 1, c'était l'anxiété de ne pas savoir quand la pizza va arriver. Ah, ok. Vous avez raison, ça a trait au temps de livraison, mais c'était l'anxiété de ne pas savoir. Super. Et donc, cette petite boutique de pizza a utilisé un slogan, ils l'ont utilisé pendant à peu près 30 ans. Et ce slogan, si vous habitez aux États-Unis, vous l'auriez connu, c'était 30 minutes or less, or it's free. Ah. 30 minutes or less, or it's free. Et cette petite société, eh bien, elle s'appelle Domino Pizza, et elle est devenue numéro 1 dans le domaine de la pizza. Et quelle est la morale de mon histoire? La morale de mon histoire, c'est que si vous vendez de la pizza à la maison, en fait, vous n'êtes pas dans le business de la pizza. Vous êtes dans le business du FedEx. Et la pizza est uniquement un accessoire pour éliminer cette pain numéro 1. Ah, et c'est pas un concept qui est réservé au directeur du marketing. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les employés chez Domino savent qu'ils sont dans ce business de l'élimination d'anxiété. D'ailleurs, récemment, Domino a lancé un logiciel qui s'appelle le Pizza Tracker. Et le Pizza Tracker, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous donnent en temps réel la position de la pizza. Donc, ils vous disent, génial. Marie vient de fabriquer votre pizza. John a vérifié la qualité de la pizza. John a chargé la pizza dans le four. Marie a mis la pizza dans la boîte et vérifié la qualité. Et John a mis la pizza dans le camion et voilà où est le camion. Okay. Donc, pour arriver à éliminer complètement cette anxiété de ne pas savoir, eh bien, Domino a développé un outil logiciel bien particulier qu'ils appellent le Pizza Tracker. Ce qui est génial, parce que on parle même pas de qualité de pizza, là. Là, on fait appel que... Non, bon, la qualité de la pizza, c'est accessoire. Pourquoi? Parce que la pain numéro 1, la frustration numéro 1 du consommateur américain, c'est l'anxiété de ne pas savoir. Donc maintenant, ils savent. Okay? Et alors... Donc, tout le but du diagnostic, c'est quoi? C'est d'arriver à faire comprendre à son prospect, d'arriver à lui faire conscience qu'il avait une peine qu'il ne connaissait même pas auparavant. Ouais, génial, génial. Et donc, cette peine, elle réside au niveau du cerveau primaire, si vous voulez. Donc, le mot que j'utilise, c'est le mot de confession. C'est-à-dire que si on a l'opportunité de pouvoir interagir en live avec son prospect, tout le but du diagnostic, c'est quoi? C'est que le prospect confesse qu'il avait une peine qu'il ne connaissait pas avant le début du diagnostic. D'accord? Ah, c'est génial. Et donc, toute l'idée, c'est que le vendeur n'est plus un vendeur. Le vendeur est un psychologue où il est un prêtre qui aide le prospect à faire sortir de son inconscient ses peines. Et donc, bien entendu, on va passer 80% de notre temps à faire ça. Et au moment où j'aurai fini le diagnostic, c'est-à-dire au moment où mon prospect va faire sa confession, il va dire « Ah oui, vous avez raison, j'ai tel et tel problème », ensuite, on va se mettre à vendre. Mais on ne va pas démarrer l'acte de vente, donc l'acte de persuasion, avant que le prospect ait confessé de ses peines. Ouais, c'est passionnant. Alors, bien sûr, pour les vendeurs, ça représente un changement radical. Bien sûr. Parce que la plupart des vendeurs, si vous donnez à un vendeur un stylo, la première chose que le vendeur il va vouloir faire, c'est vous parler du stylo. Oui. D'accord ? Ah, mais c'est vraiment passionnant. Et puis, vous dites l'importance de se positionner comme un psychologue, mais Kahneman était psychologue. Vous avez parlé d'écoute active. Carl Rogers était psychologue. Et pour moi, les meilleurs travaux ou les meilleurs livres, généralement, sur l'influence, la persuasion, c'est généralement des thérapeutes, des psychologues qui travaillent dessus. C'est passionnant. Alors, une fois que j'ai diagnostiqué cette frustration de ne pas savoir quand ma pizza va arriver, vous m'avez dit quelque chose qui est vraiment intéressant. Ça va peut-être nous permettre d'arriver sur cette deuxième étape. Livrer en moins de 30 minutes où c'est gratuit. Je pense qu'il y a 30 ans, c'était les premiers à faire ça. Ça devait être assez unique comme démarche. Et cette seconde étape, d'une certaine manière, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est comment est-ce que je différencie ma revendication, en tout cas ce que je peux apporter à l'autre. C'est bien ça? Ah ben absolument. Le problème, c'est que la plupart des gens qui fabriquent de la pizza, ils pensent qu'ils sont dans le business de la pizza. Donc, quand ça va être leur tour de vendre, ils vont avoir un biais cognitif. Ils vont vouloir vous parler de la pizza. Donc, ils vont vous parler de la qualité de la pizza, ils vont vous parler des anchois qu'ils utilisent, etc., etc. Mais en fait, comme la pain numéro 1, ça n'a rien à voir avec la qualité de la pizza, eh bien, Domino a réussi à se créer une petite niche
pas si petites puisqu'ils sont devenus numéro 1 dans le business. Mais vous avez absolument raison. Donc, la deuxième étape, on est obligé, il est intéressant de la faire. Pourquoi? Parce que fondamentalement, le cerveau reptilien, le cerveau primaire, il s'intéresse au contraste. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, 98% des sites web démarrent par la même phrase. Qu'est-ce que c'est cette phrase? C'est on est les meilleurs. We are one of the leading providers of. D'accord? Donc les gens disent, je ne sais pas comment on dit encore en français, nous sommes un des fournisseurs principaux de telle et telle chose. Et bien entendu, vos concurrents disent exactement la même chose. Donc il n'y a absolument aucun contraste entre les différents messages des différents concurrents. Donc nous on dit ça marche pas, parce que le cerveau reptilien, il est sensible au contraste. Il faut être capable de dire nous sommes les seuls fournisseurs de. Bien entendu, il faut finir cette phrase avec ce qu'on appelle les claims. Et dans le cas de Domino, eh bien, leur claim, elle est très simple. Leur revendication, elle est de dire on va vous livrer votre pizza en 30 minutes ou moins, ou sinon, donc la manière dont ils le prouvent, c'est gratuit. Okay. Ah oui, parce qu'après, il faut le prouver. Et donc, c'est ça qu'on appelle le concept de claim. Ah ouais. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez plein de concurrents. La plupart des concurrents vendent des choses terriblement similaires à ce que vous vendez. Et vu des chaussures ou des yeux du prospect, il y a très peu de contraste entre différentes solutions. Ah, complètement. Et donc, pour augmenter ce contraste, on va se forcer à trouver quelque chose d'unique à notre solution. Mais ça veut aussi dire que si vous vendez une voiture, ça sert à rien de parler des ceintures de sécurité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toutes les voitures ont une ceinture de sécurité. Par contre, si ce qui est unique à votre voiture, c'est un truc qui tient la tasse de thé ou la tasse de café, eh bien, il va falloir que vous ne parliez que de ce cup holder. Ok, génial. Donc, c'est un peu counterintuitif parce que, surtout en France, on a une culture très, très technique, très ingénieur. Quand vous demandez à un ingénieur de vendre quelque chose, l'ingénieur, il va vous donner 127 raisons de pourquoi acheter son produit. Pourquoi? Parce que on est excité par la technologie, on veut vous parler de tous les détails. Mais d'un point de vue persuasion, ça marche très très mal. Pourquoi? Parce que il vaut mieux se focaliser sur une ou deux choses uniques plutôt que de parler de tous les autres trucs que tous les concurrents offrent d'une manière à peu près équivalente. Ah, c'est génial. Donc c'est ça la notion de différencier les revendications. Il faut être capable de dire nous sommes les seuls fournisseurs. Pourquoi? Parce que s'il n'y a rien d'unique à vous, eh bien, la seule chose que le prospect va rechercher, le prix. Dans ce cas-là, c'est un prix plus faible. Eh oui. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, la différenciation, c'est si j'achète 2 bouteilles d'eau qui sont identiques, mais il y en a une qui est 20 centimes moins chère que l'autre, je vais prendre celle qui est moins chère. Ah, c'est génial. Donc, pour éviter de se battre sur le prix, il faut arriver à différencier ces revendications le plus possible. Ouais, c'est ce que nous on appelle la proposition de valeur unique. C'est comment est-ce qu'on solutionne. USP en anglais. Ouais. Donc, Unique Selling Proposition. Ouais, tout à fait. C'est comment se différencier dans notre proposition de valeur, dans notre capacité à solutionner le problème de l'autre. Et si on n'a rien qui nous différencie, la seule chose, le seul critère qui nous différenciera, c'est le prix. Et donc, on aura en face de nous des gens qui nous diront, soit vous vous alignez avec votre compétiteur qui fait exactement la même chose, soit vous sortez. Donc, effectivement, c'est génial. Mais une fois que j'ai démontré que j'étais le premier et unique à faire ça sur mon secteur et mon activité, on arrive, j'imagine, à ce côté aussi un peu plus rationnel, parce que comment est-ce que je le montre, comment est-ce que je démontre ça, c'est l'étape numéro 3. Après avoir différencié votre offre, il faut arriver à démontrer le gain, démontrer la valeur ou démontrer l'apport. Et dans le cas de Domino Pizza, leur revendication, c'est 30 minutes ou moins, mais la preuve, la manière dont ils l'ont démontré, c'est de dire or it's free. C'est-à-dire que s'ils ratent cette fenêtre de temps de 30 minutes, eh bien, vous n'aurez pas à payer la pizza. Donc, dans le cas de Domino, ils l'ont démontré. Donc, ils vous ont donné une démonstration en mettant leur tête sur le bio, en disant or it's free. En fait, l'analyse de la valeur, c'est un petit peu compliqué. Donc, on a créé un modèle très, très simple qui explique la chose suivante. C'est d'abord, il existe 3 types de valeurs. C'est-à-dire, quand quelqu'un achète quelque chose, la valeur qu'ils vont en tirer, elle aura une composante éventuellement financière. Donc, c'est tout ce qu'on appelle le return on investment, ou le total cost of ownership. Donc, c'est tout ce qui peut être attaché à un signe euro ou à un signe dollar. Très clair. La deuxième dimension de la valeur, c'est une dimension stratégique pour un business.
Donc, c'est tout ce qui peut être bon pour le business, mais difficilement quantifiable en termes d'argent. Par exemple? Et le troisième type de la valeur, pardon? Par exemple, c'est quoi? C'est une réputation, c'est des recommandations, c'est une acquisition stratégique à moyen long terme? Bah, écoutez, imaginez que vous soyez Volvo. Alors, je vais prendre l'exemple de Volvo. Quelle est la claim de Volvo? En fait, la claim de Volvo, la revendication unique de Volvo, c'est sécurité. Ouais. Pourquoi? Parce que pendant des années et des années, Volvo vous a dit, si vous voulez une voiture qui soit safe, il vous faut acheter une Volvo. Donc, la claim de Volvo, c'est la sécurité. Donc, imaginez maintenant que je vous vende des plastiques pour les tableaux de bord de voitures. Imaginez que vous soyez l'acheteur chez Volvo. Donc, je pourrais vous dire, vous devriez acheter mon plastique. Si vous achetez mon plastique, ça va vous faire économiser 1 million d'euros à la fin de l'année parce que mes plastiques sont un tout petit peu moins chers que ceux que vous achetez aujourd'hui. Vous en achetez 200 tonnes par an. Moi, je vais vous en vendre tant de tonnes à tel prix. À la fin de la journée, ça va vous faire économiser 1 million d'euros. C'est le ROI. Ça, c'est la valeur financière. Ok. Maintenant, imaginez que mes plastiques, ils augmentent le coefficient de sécurité du tableau de bord. C'est-à-dire que si quelqu'un se tape la tête très très fort sur le tableau de bord, au lieu de se fendre la tête en deux parce que le plastique est plus épais, il est plus souple, eh bien, ça augmente l'index de sécurité du tableau de bord. Ben, ça ne veut pas dire que vous allez vendre plus de Volvo demain. Ça ne veut pas dire que ça va vous coûter de l'argent ou ça va vous économiser là. Et donc, cette valeur-là, elle est stratégique. Pourquoi? Parce que la sécurité, c'est un concept stratégique pour Volvo. Donc, encore une fois, valeur financière, valeur stratégique. Il existe un troisième type de valeur qui est la valeur personnelle. C'est-à-dire, pour toutes les personnes impliquées dans la prise de décision, comment est-ce que votre produit va changer leur vie personnelle? Par exemple, avoir moins de stress, ou devenir le héros, ou travailler moins, ou recevoir leur bonus à la fin de l'année. Donc, toutes ces valeurs-là, elles jouent sur l'individu, parce que l'individu, il est égoïste. Et donc, si je vous dis, si vous achetez mes plastiques de tableau de bord, vous allez devenir un héros à Volvo, parce que nos plastiques ont un coefficient d'index de sécurité de 97 au lieu de 92 que vous avez aujourd'hui. Et comme tout le monde à Volvo aime la sécurité, vous allez devenir le héros, vous allez être promu et vous allez devenir le directeur général de Volvo. Génial. Okay? Eh bien, cette information-là, elle va biaiser votre prise de décision parce que vous êtes égoïste. Donc, toute l'idée de la valeur, c'est la chose suivante. C'est que, quel que soit le prix de vente qui est fixé, donc voilà, c'est mon prix de vente, plus j'arrive à maximiser la valeur financière, la valeur stratégique et la valeur personnelle, plus j'ai de chances de vous vendre. Parce que bien entendu, si je vous vends des diamants au prix du verre, vous allez venir acheter mes diamants à l'appel. Donc, il faut arriver à maximiser cette valeur financière, stratégique et personnelle. C'est un concept que nous comprend. Et par contre, nous, on dit, oui, d'accord, c'est bien, mais ça suffit pas. Non seulement il faut maximiser la valeur, mais il faut aussi optimiser le type de preuve que vous utilisez. D'accord. Parce que si je vous dis par exemple, eh bien, Julien, vous devriez acheter mon bouquin. Si vous achetez mon bouquin, ça va vous permettre de vendre 20% de plus l'année prochaine. Ouais, mais comment Là, je vous ai dit 20% de plus, donc c'est une valeur financière. Bah oui. Donc vous allez calculer, si j'achète le bouquin de Patrick, l'année prochaine, je vais gagner 20 000 euros en plus. Mais vous l'avez quantifié, cette valeur financière, mais elle n'est pas prouvée. C'est-à-dire que je vous ai donné absolument aucune preuve qu'en achetant mon bouquin, vous allez gagner ça. Et donc, toute l'idée, c'est que maintenant, s'il existe 3 types de valeurs, eh bien, on a trouvé qu'il existait 4 types de preuves. Donc, on peut organiser en fait la valeur sous forme d'une matrice. Et donc, le deuxième concept qu'il faut faire quand on s'intéresse à la démonstration de la valeur, c'est il faut maximiser le type de preuve que l'on utilise. Et donc, on a trouvé qu'il existait en fait 4 types de preuves. Et ils sont organisés de manière descendante, en impact. Et donc, le type de preuve le plus fort, c'est ce qu'on appelle un cas client. Donc, dans le cas de mon bouquin, par exemple, imaginez que, au lieu que ce soit moi qui vous dise « Julien, achetez mon bouquin », que vous rencontrez un type qui s'appelle François, et que François vous dise « Julien, tu devrais vraiment acheter le bouquin de Patrick. Si tu achètes le bouquin de Patrick, ça va augmenter tes ventes de 20% par an. » La preuve, c'est que moi, j'ai lu le bouquin de Patrick, et l'année dernière, j'ai augmenté mes ventes de 15%. D'accord ? Et donc là, un cas client, c'est une tierce personne et c'est pas une projection sur le futur, c'est utiliser le passé pour prédire ce qui va se passer avec un prospect. Donc, dans la plupart des cas, bien entendu, il y a toujours des exceptions, mais
dans la plupart des cas, le meilleur type de preuve, c'est ce qu'on appelle un cas client. L'exemple. Deuxième type de preuve, c'est une démonstration. Démonstration au sens utiliser de la logique. Donc, dans le cas de Domino, par exemple, d'accord, quand Domino vous a dit 30 minutes ou moins, ou c'est gratuit, eh bien, le ou c'est gratuit, ça devient une démonstration de la preuve de la valeur. Et dans ce cas de figure, c'est une preuve qui est assez bonne. D'accord? Domino aurait pu choisir autre chose. Un cas client pour Domino, ça aurait pu être de dire, eh bien, le petit-fils de Paul Bocuse, il achète ses pizzas chez Domino. Là, je vais utiliser un cas client pour essayer de vous convaincre d'aller acheter votre pizza chez Domino. D'accord. Ok. Donc, premier type de preuve, cas client. Deuxième type de preuve, démonstration. Troisième type, des données. Des données au sens marketing, au sens numérisation. D'accord. Donc, je pourrais vous dire, en moyenne, les gens qui achètent notre bouquin, ils augmentent leurs revenus par 15% un an après avoir lu le bouquin. Sur un échantillon de tant de personnes fait par... Sur un échantillon de 1000 personnes qu'on a fait un survey, on a utilisé ça. Alors, le problème, c'est que les données, bien entendu, le cerveau primaire, il n'est pas très sensible aux données. Parce que le problème des données, c'est qu'ils sont toujours ouverts à l'interprétation. Donc, utiliser des données, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Et le dernier type de preuve, c'est ce qu'on appelle une vision. C'est quand vous dites à votre client, faites-moi confiance, Julien, si vous achetez mon bouquin, vous allez augmenter vos revenus de 20% l'année prochaine. J'en ai aucune preuve, mais pour vous convaincre, je vais typiquement utiliser une histoire, une métaphore ou une analogie pour que vous arriviez à me croire. D'accord. D'accord. Mais la vision, c'est typiquement quand il y a une absence de preuve. D'accord. Mais on dit à son client, crois-moi Julien, achète mon bouquin, si tu l'achètes, tu vas économiser 20%, enfin, tu vas augmenter tes revenus de 20% l'année prochaine. Donc, encore une fois, 3 types de valeurs, 4 types de preuves, customer case, démo, data or vision. Et donc, tout l'objectif de l'acte de la démonstration du gain, c'est d'arriver à maximiser la quantité de valeur et à optimiser le type de preuve pour que la personne qu'on essaie de persuader accepte cette preuve. Génial, très clair. Donc si je dis que le livre que j'ai sous les yeux, qui en français s'appelle Décoder la persuasion, c'est du customer case, cas personnel, et que moi j'ai adoré le livre, et j'invite vraiment les auditeurs et ceux qui vont regarder le podcast à le lire parce qu'il est extrêmement complet et intéressant à lire, et game changer dans la vente de façon générale. Et une fois qu'on a fait tout ça, j'imagine qu'il faut, il y a un trigger, il y a quelque chose pour déclencher la décision, parce que maintenant il faut qu'il achète, il faut qu'il vende, il faut qu'il se mette en action. Est-ce qu'il y a des façons de l'appréhender aussi avec cette approche scientifique, Patrick? Alors là, ça devient plus compliqué. C'est l'étape 4 dans le process. Donc si vous regardez si je vous montre le visuel. D'accord. On a parlé des pains, oui, des claims et des gains. Et donc, toute cette partie pour déclencher la pulsion ou déclencher la décision, il faut rentrer dans ce modèle qui devient beaucoup plus fin, là. Effectivement. Donc, toute l'idée, c'est d'arriver à communiquer les preuves de la valeur. Donc, au centre du message, on doit avoir ces preuves de la valeur, donc ce qui vient de l'étape numéro 3. Mais comme le cerveau, il n'est pas rationnel, il est plus émotionnel, il n'est pas linéaire, etc., il faut arriver à recouvrir ou à entourer cette proposition de valeur d'un certain nombre d'éléments pour le rendre plus acceptable à notre cerveau primaire qui est émotionnel, qui est pas rationnel, etc. Et donc là, il faut rentrer beaucoup plus dans le détail. Et toute l'idée, c'est de dire, eh bien, comment trouver un angle qui va être communiqué d'une manière relativement rationnelle, mais qui déclenche la bonne émotion au niveau du cerveau primaire. Là, c'est passionnant. Et donc là, dans notre livre, on donne pas mal de conseils. Alors, je vais vous donner un exemple. Mais imaginez que j'essaie de vous vendre quelque chose de très compliqué et très cher, qui vaut 100 millions d'euros, et qu'à la fin de la journée, ma proposition de valeur, c'est que ma solution est plus flexible. C'est-à-dire, si vous l'achetez aujourd'hui et que vos besoins changent dans 5 ans, eh bien, dans 5 ans, en tweakant un peu ma solution, ça va marcher et ça va pas vous coûter une fortune de faire ça. D'accord. Donc, je peux vous parler du concept de flexibilité pendant des heures et des heures, mais fondamentalement, ça veut rien dire le concept de flexibilité. Alors que si je prends un objet en disant aujourd'hui,
voilà ma solution. Vous allez l'installer dans votre société. Elle va être précise. Elle est en acier inoxydable. Donc, vous voyez, elle brille. Mhm. C'est une solution parfaite. Et par contre, si vos besoins changent demain, eh bien, ma solution, elle va être flexible et elle va s'adapter à votre tête. Génial. Alors, pour les gens qui ne voient pas, qui sont sur le podcast, Patrick, vous avez une règle entre les mains. Et cette règle qui est en fer, effectivement, elle est totalement flexible. Et en fait, ce que vous faites, c'est une démonstration, c'est extrêmement visuel, c'est extrêmement simple à comprendre. Et là, votre message, moi, il m'impacte. J'ai pas besoin d'aller chercher trop loin pour comprendre ce que vous êtes en train de m'expliquer. Top. Voilà, donc utiliser un objet, en anglais on dit a prop. Utiliser un objet qui devient une représentation symbolique de votre proposition de valeur, dans ce cas la flexibilité, eh bien ça aide le cerveau primaire à votre audience à comprendre ce que ça veut dire. Alors que si je vous parle de flexible, ça reste un concept intellectuel que votre cerveau rationnel va comprendre, mais comme c'est pas le cerveau rationnel qui prend la décision, il faut arriver à imaginer une méthode de communication et donc utiliser un objet, c'est une des techniques. Ouais. Je vais vous en donner une autre. Et puis c'est mémorable. Une autre technique, c'est de raconter une histoire. Pardon ? Et puis c'est mémorable. C'est-à-dire que moi, votre exemple de la règle, je sais que je vais m'en souvenir. Donc c'est visuel, c'est mémorable, c'est top. C'est tangible. Voilà, pourquoi ? Parce que par définition, un objet, ça déclenche 2 ou 3 des stimulus qui sont nécessaires au cerveau reptilien pour comprendre un concept. Top. Donc une autre technique, c'est d'utiliser une histoire. Mais pas une histoire. Il faut une histoire avec une punchline, avec, comment on dit en français, une chute. D'accord. D'accord. Au moment où je vous déclenche, où je vous communique ma chute, vous compreniez immédiatement l'intérêt d'avoir quelque chose de flexible. Donc, par exemple, je sais pas, je pourrais vous dire, flexibilité, bah oui, la dernière fois, je partais en vacances en Norvège et je voulais aller à la pêche et j'avais 2 types de cannes à pêche. J'en avais une qui était rigide et malheureusement, j'ai pas pu la rentrer dans l'avion. Mais au bonheur, j'avais pris ma canne la plus flexible et cette canne flexible, j'ai réussi à la plier pour la faire tenir dans le compartiment des bagages de l'avion et ce qui m'a permis d'attraper la truite de mes rêves. Voilà. Ah, génial. Donc, je vais vous raconter une histoire, mais bon là, bien entendu, l'histoire, j'étais pas préparé sur la notion de flexibilité. Oui. Mais il faut que j'arrive à vous raconter une histoire et au moment où je vous déclenche la chute, vous vous dites, il a complètement raison. Il faut vraiment que j'achète une canne à pêche flexible. Ouais, c'est génial parce qu'en plus, ça va apparaître comme une évidence et l'histoire, cette notion de storytelling va me faire vivre une émotion. Je suis sur une projection. Il y avait la notion de vision tout à l'heure que vous disiez. Donc, je suis à fond dedans et ça va apparaître vraiment comme une évidence. C'est top. Merci beaucoup, Patrick. Compliqué de parler de tout ce travail parce que moi, il me passionne, mais vraiment au plus haut point en 1 heure. Alors, en tout cas, c'était extrêmement concret et ça a apporté un regard éclairé. Si les gens veulent aller plus loin, je mettrai les liens vers votre site internet qui est salesbrain.com de mémoire et sur vos livres qu'on peut retrouver sur Amazon. J'ai l'habitude de poser une dernière question, Patrick, sur mes podcasts, donc je vais vous la poser maintenant. Si le Patrick d'aujourd'hui devait rencontrer le Patrick quand il avait 20 ans, quel est le conseil qu'il lui donnerait ? Je crois que si je savais si j'avais su il y a 20 ans ce que je sais maintenant, c'est sûr que j'aurais économisé beaucoup de salive dans la vente. C'est-à-dire que, bon, j'ai été relativement successful dans ma carrière de vendeur. Mais si j'avais eu quelqu'un qui avait pu m'apprendre cette notion de frustration, revendication, apport, c'est si j'avais su l'impact du cerveau primaire quand j'avais 20 ans, je pense qu'effectivement, ma vie aurait été très, très différente. Et en fait, ce que je fais, c'est que je m'attache aujourd'hui à communiquer ça à mon fils. J'ai un fils qui a 23 ans. Et depuis tout petit, il entend parler du cerveau primaire. Et je pense qu'il va être un négociateur et un vendeur redoutable. Il veut se lancer dans l'immobilier. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une série française sur Netflix qui s'appelle L'Agence parisienne. Et donc, c'est une famille de gens qui habitent à Boulogne. D'accord. Et qui vendent des appartements de très haut luxe. Donc, c'est des appartements qui valent 5 millions d'euros et plus. Et leur approche des choses est complètement reptilienne. Je comprends. C'est-à-dire, je peux expliquer avec mon modèle, de manière très, très simple et très, très rationnelle, tout ce qu'ils font et pourquoi ça fonctionne. Et donc, mon objectif aujourd'hui, j'aurais aimé que quelqu'un m'apprenne ça quand j'avais 20 ans. Mais moi, en tant que père de famille,
eh bien, je m'applique à ce que mon fils l'apprenne. Ah, c'est génial. Eh ben, je connaissais pas l'agence parisienne. Je vais regarder ça ce soir. Une fois qu'il est 19h, une fois qu'on aura raccroché. C'est très intéressant cette émission pour comprendre la psychologie de l'acheteur Ouais. et ce que fait le vendeur dans le domaine de l'immobilier du haut de gamme. Ben, parfait. Donc, si vous voulez gagner 20 ans ou 30 années, bah, il faut décoder la persuasion, révolution du neuromarketing. Lisez-le, c'est vraiment intéressant. Et je suis pas incentivé sur les ventes. Je vous le dis en toute honnêteté, c'est un livre que j'ai adoré, qui est dans mon top 5, je pense. Tout livre confondu, et j'en ai lu 2-3 des livres. Merci, un grand merci Patrick pour la qualité de l'échange et pour ce call à 9h de San Francisco. Un vrai grand merci. Merci Julien, bonsoir. Merci beaucoup. Et pour nous, on se dit à dans 2 semaines dans un nouvel épisode de Pour Parler, le podcast de la négociation. Merci beaucoup.